بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله على الأشرف الأنبياء السلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup d'être parmi nous, Sidi. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Talal Ahlou, qui est spécialiste en finance. Et je voulais vous poser une question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune financièrement qui voudrait se marier? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors ça, c'est une question très intéressante pour les jeunes et qui les concerne beaucoup, surtout dans une société où on se marie moins, où on fait moins d'enfants, et qui pourtant devrait voir plus de mariages en réalité. Parce que le mariage permet de préserver les deux personnes du couple. Et le mariage permet de préserver non seulement le couple, mais les sociétés, les familles, et permet de construire des ponts, des intersections entre différentes familles et de souder encore plus la société. Aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est pas le problème des jeunes, c'est le problème de la société vis-à-vis des jeunes. C'est qu'elle leur a inculqué le fait que les études, c'est une chose et la vie maritale, c'est une autre. Et cette vision des choses s'est transmise aussi à nos sociétés. Et donc, à partir de là, on a, hommes et femmes d'ailleurs, qui se disent, bon, d'abord, je termine les études et ensuite, je vais penser au mariage. Sauf que entre la puberté et le diplôme, en général, il y a au moins 10 ans. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'il va faire ce jeune dans des milieux mixtes comme ça, ou cette jeune fille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer, il va méditer. Donc, en réalité, quand on voit les siras d'un certain nombre de sahaba, on voit qu'ils étaient responsables très jeunes. Abdullah ibn Amr ibn al-As, par exemple, s'est marié très très jeune. C'était à 15 ans. Et on avait Oussama qui était qa'id à 18 ans. Donc, en réalité, le talab al-ilm, c'est une chose, et les études, c'est une chose qui peut être faite en parallèle avec les études. D'ailleurs, même pendant les études, un jeune peut développer des activités. Aujourd'hui, un certain nombre d'activités sont possibles en freelance, en SaaS, en service à distance, en e-commerce. Un certain nombre d'activités en ligne sont possibles, mais aussi pas en ligne uniquement. Il y a aussi des activités qu'on peut faire le week-end. On peut faire un certain nombre d'activités en parallèle avec les études. Il y a aussi les pistes d'études via l'alternance. Et donc, toutes ces possibilités permettent aux jeunes d'accumuler une petite somme, un petit capital, sans parler du fait que certains fuqaha ont dit que les parents qui sont aisés, eh bien, il est de leur devoir de marier leurs enfants. Donc, cette situation semble carrément surréaliste pour les gens dans nos sociétés aujourd'hui, parce qu'on a envie que le jeune à 22 ans, il ait maison, voiture et tout le pack. Et ça, c'est très souvent impossible. Donc, en réalité, ce qu'il doit avoir d'abord, c'est les principaux critères de mariage, donc la foi, l'aqida, un minimum de science et de savoir, et la capacité à gérer un couple et un certain sérieux. On ne va pas marier quelqu'un qui passe son temps à jouer, qui passe sa vie à jouer. Non, il faut qu'il ait quand même la responsabilité et la conscience de l'importance du couple. Et donc, à part le fait d'avoir ces activités en parallèle, il faut savoir que un certain nombre de dépenses du mariage ne sont pas des dépenses forcément nécessaires dès le début du mariage. Je m'explique. Rien n'empêche que deux jeunes puissent se marier sans pour autant habiter ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas du tout problématique. Alors certains vont dire, oui, mais comment je vais savoir qu'il pourra être responsable? Tout simplement, en voyant la personne, en discutant avec elle, le wali de la fille va discuter avec le jeune pour voir ses capacités, sa réflexion, sa vision du monde, ses perspectives d'avenir, et aussi son track record, si on veut, c'est-à-dire si c'était quelqu'un de brillant dans les études, de sérieux, ou bien si c'est quelqu'un qui est toujours à la masse et à côté de la plaque, cette personne, elle a besoin d'un petit peu plus de temps peut-être. Et donc il faut quand même, parce qu'on ne peut pas donner la fille et la sœur à n'importe qui. La fille, elle est préservée, elle est protégée. C'est pour ça qu'il y a le wali, c'est justement pour la protéger des jeunes prétendants qui ne sont pas sérieux. Donc à partir de là, si on arrive à disloquer ces idées de habiter ensemble, avoir une voiture, gagner de l'argent en parallèle, gagner de l'argent après les études, marier les enfants, etc., quand on mixe tout cela, on voit qu'en réalité c'est une vision du monde qui encourage le mariage avec
minimum nécessaire, le minimum de sérieux, de compétences et de moyens financiers, bien entendu, parce qu'on ne va pas se lancer dans une aventure de mariage sans le sou, bien entendu. Jazakumullahu khairan. Et dans les conditions de mariage, on y retrouve le fait que la dot, tout simplement. La dot, comment est-ce que le jeune puisse tout simplement la verser? Parce qu'il y a certains walis de la fille qui souhaiteraient avoir une certaine somme exorbitante, d'autres qui disent qu'une dot suffit, ou même un Coran. Comment est-ce que le jeune... Et d'ailleurs, est-ce que la dot elle peut être versée après le mariage ou bien après? Comment est-ce que ça se passe? Ok. C'est une très bonne question. Alors, la dot, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas du tout, il ne faut pas le voir comme étant une charge financière ou un prix. Non, c'est plutôt un cadeau qui a une certaine symbolique. C'est-à-dire que si n'importe qui peut se marier à n'importe qui sans présenter le moindre gage de sérieux, le moindre gage de dévouement, eh bien, parfois la relation peut être prise à la légère. Quelqu'un qui quand même fait un effort pour un certain nombre pour une certaine dot et pour un certain effort, eh bien, souvent, c'est un facteur, c'est pas du tout le seul facteur, mais c'est un facteur qui participe à solidifier la relation dans le futur. Vous savez, on compare les choses qui sont comparables, mais dans un autre registre, par exemple. Imaginez quelque chose qu'on vous a donné comme ça, sans effort, et quelque chose pour lequel vous avez fait des années de travail ou des mois de travail. Vous n'avez pas la même appréciation de la chose. Donc ça, c'est quelque chose qui inconsciemment influence la solidité de la relation. Et bien entendu, la fille est en droit d'exiger ce qu'elle souhaite. Après tout, c'est son droit. D'ailleurs, c'est pas le wali qui est là pour fixer la dot, sauf si la fille lui demande de le faire ou lui délègue de le faire. Mais ça, c'est un droit de la fille. C'est un droit de la fille. Et elle est donc en droit d'exiger ce qu'elle souhaite. Après tout, c'est sa vie. Et ensuite, bien entendu, les excès qu'on rencontre encore une fois de nos jours dans certaines sociétés sur la dot, ça aussi, ça pose problème parce qu'il faut être ni excessivement la ifrat ou la tafrit, c'est-à-dire ni excessivement dans le haut, ni excessivement dans le bas. Bien sûr, une partie de la dot peut être gardée pour après. Et ça aussi, ça participe au maintien de la solidité de la relation. Et on peut reporter ça quand on voit que le jeune est effectivement sérieux, qu'il a envie, qu'on s'est renseigné par rapport au jeune. Il ne faut pas bien entendu se marier à n'importe qui, même pour la fille. Il faut se renseigner par rapport à la fille, par rapport à ses proches. L'une des choses fondamentales qu'il faut demander, c'est quel est son état en cas de colère. Ça, pour moi, ça c'est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne connaît véritablement les gens que quand on sait comment ils réagissent quand ils sont en colère. Parce que les situations de colère arrivent dans le mariage. Donc, et aussi, il faut discuter d'un certain nombre de choses, des principes fondamentaux de l'islam dans la relation, et de la répartition financière, des rôles, etc., etc. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Jazakumullahu khairan. Là, on a pu parler de avant le mariage. Pour ce qui est du pendant, imaginons le couple, alhamdoulilah, il prospère, le fait que potentiellement ils vivent l'un chez ses parents et l'autre également chez sa famille. Mais pour ce qui est du assurer la sécurité et financière de sa conjointe, comment est-ce que le jeune étudiant pourrait assurer sa sécurité pas 100%, parce que le risque, enfin le taux 100% n'existe pas, mais étant donné qu'il y a énormément de cas d'étudiants qui sont en alternance, d'autres qui touchent la bourse, etc., comment pouvoir s'adapter, tout simplement? Bien entendu, ça c'est un calcul à faire. Il faut mettre en place toutes les sources de financement que l'étudiant a, plus les activités qui lui permettent de générer des flux. En réalité, moi je recommande de pouvoir faire une activité qui génère un certain flux avant de se lancer dans cette aventure, parce que ça reste quand même une responsabilité. Demain après-demain, on peut avoir des enfants. Bien entendu, on a des possibilités de reporter cela, mais ça reste une perspective. Donc il faut être en mesure de pouvoir subvenir aux besoins de l'épouse et de l'enfant. Et donc de l'épouse, on a dit dans ce premier cas de figure, c'est un besoin sur lequel elle a le droit de renoncer, si elle considère que c'est une personne digne de confiance, digne d'attachement qui s'est présentée à elle. Elle peut choisir de renoncer à ça, ou elle peut choisir de demander quand même à ce que l'époux puisse répondre à ses charges, parce que ça reste quand même une responsabilité qui n'est pas partagée. Sur le principe, c'est une responsabilité du mari pour
vis-à-vis de l'épouse et vis-à-vis des enfants, la responsabilité financière. Après, si la femme décide de faire une sorte de tafaddol, c'est-à-dire une sorte un bon geste vis-à-vis de son époux pour l'aider dans certaines situations difficiles, etc., tout ça, ça fait partie de son karam. C'est pour ça que la zakat de l'homme à la femme est interdite, alors que la zakat de la femme à l'homme est permise, parce que la femme n'a pas à prendre en charge son mari. Donc, si elle a de l'argent, c'est son argent. Si elle veut faire une sorte de geste de bonne volonté, c'est son choix. Subhanallah, en plus, j'allais venir sur le fait de comment est-ce que, si, imaginons, une situation, elle vient être compliquée, difficile, pour pouvoir, à ce que l'homme assure totalement la charge financière de sa famille, est-ce que la femme pouvait potentiellement ajouter et pouvoir aider? Alhamdulillah, vous avez pu y répondre. Et oh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Il y a par ailleurs les jeunes, tout simplement, qui se marient, énormément de cas, qui s'endettent et qui font même des crédits afin de pouvoir célébrer le mariage, etc., avec tout ce qui va avec. Quel conseil donnerez-vous à un jeune lorsqu'il souhaite se marier? Commencer comme ça, c'est déjà commencer du mauvais pied, à mon sens, dans la mesure où il faut éviter de commencer sa vie avec de la dette, surtout quand on a des rentrées financières limitées. Et donc, il faut vivre à sa mesure. C'est ce qu'on discutait quand on parlait de finances islamiques et d'économie. Le problème de nos sociétés contemporaines, c'est que tout le monde vit au-dessus de ses moyens pour faire plaisir aux autres. Donc, comme disait l'autre, on vit avec de l'argent qu'on n'a pas pour plaire à des gens qu'on n'aime pas. Okay? Donc, tout ça, c'est pas bon. C'est contre nature. Et la dette, ad-dayn, est très, très, très dangereuse d'un point de vue islamique. Si l'illah intérêt, ça c'est illicite. Et même la dette en soi, je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évité de prier sur la janaza, la prière des funérailles, sur une personne qui a laissé une dette sans collatéral, sans actif pour payer cette dette. Donc il faut faire attention à ça, mais il a dit aux compagnons de prier. Donc il faut faire attention à ça et ne pas s'engager dans quelque chose qui est plus gros que ses capacités financières. Donc sur le point de la dette, et aussi certains s'endettent par rapport aux cérémonies de mariage, sur ces cérémonies, en général, il y a beaucoup de gaspillage. Donc si la personne a les moyens, khair, Inch'Allah, tant qu'il n'y a pas d'action illicite dans ces cérémonies, mais on ne va pas s'endetter à donner à manger à des gens qui ont à la base pas besoin de manger, pour plaire à des gens qui pensent qu'on a des capacités qu'on n'a pas. Donc si le père du mari et de la femme sont conscients des capacités financières, ils ne doivent pas leur imposer ça. Peut-être reporter la cérémonie à la naissance du premier enfant, par exemple, ou autre. Il y a des situations où on peut faire ça. Donc c'est des choses il faut vivre selon ses moyens. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum de nous avoir écoutés. Jazakallahu khairan Sayyidi de nous avoir rejoints parmi nous. C'est la fin de la vidéo, donc alhamdulillah. Et si vous avez des questions relatives aux finances du mariage, Inch'Allah, on mettra les liens des contacts de Sayyidi Talal Halou pour pouvoir le contacter afin de pouvoir répondre à vos questions. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam.